Quand Paris se laisse prendre par un artiste, peintre, photographe ou plasticien, il est tantôt sujet, tantôt support de tableaux. Les vues représentent rarement la ville historique, son patrimoine ou sa modernité. Les installations, performances ou interventions de rue réveillent l'histoire et la poésie de la capitale. Mais il faut attendre l'avènement de l'impressionnisme pour que Paris devienne sujet de tableau. Car académiquement, le paysage urbain n'est pas un genre pictural quand il ne se réfère pas à l'antique. Or, l'héritage gallo-romain de la capitale est pauvre. Vestige des thermes de Cluny, peu parlants pour les non-initiés, et amphithéâtre des arènes de Lutèce, évoquant davantage une aire de jeu moderne qu'un espace dédié aux gladiateurs et aux acteurs. Dérogent à cette règle de l'art les frères Limbourg, miniaturistes du XVe siècle naissant et enlumineurs des très riches heures du duc de Berry. Ils représentent, avec un luxe de détails et des couleurs vives, les architectures contemporaines. 3 planches de leur calendrier et une miniature donnent à voir des bâtiments parisiens. La scène de cavalcade, illustrant le mois de mai, se situe devant la Conciergerie, ou palais de la Cité, demeure royale et siège du pouvoir monarchique à l'époque gothique. À gauche se dresse la tour carrée du Châtelet, siège de la prévôté de Paris et aussi prison. Le bâtiment est parfaitement reconnaissable par les toits coniques surmontant les tours, encore visibles aujourd'hui. La fenaison du mois de juin a lieu en bord de Seine et a, elle aussi pour décor, le palais de la Cité, mais vu cette fois depuis la rive gauche. À sa droite se dresse la Sainte-Chapelle. Quant aux semailles du mois d'octobre, elles se déroulent devant le Louvre de Charles V, forteresse défensive, demeure et bibliothèque royale dont nous connaissons les fondations. Enfin, la miniature de la rencontre des mages, fort peu orientale, a pour cadre la ville de Paris dont on reconnaît sans hésitation Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Ces portraits architecturaux, tels que les qualifiait l'historien d'art Panofsky, sont contemporains de la guerre de Cent Ans. Ils glorifient avec un rare naturalisme les différents sièges de pouvoir spirituel et temporel, sans doute pour témoigner du soutien indéfectible de Jean de France, duc de Berry, au roi son frère, en lutte contre les Anglais. Dans ces iconographies, Paris est à la fois allégorie de la monarchie et décor de l'histoire nationale. À partir de la fin du XIXe siècle, les paysages de la capitale fleurissent, mais ils frappent par leur singularité. On est loin en effet du réalisme minutieux et de la précision topographique des védoutes vénitiennes ou flamandes qui se contentent de mettre la ville en carte postale. Les toiles encore très académiques de Jean Béraud n'abandonnent pas la référence au décor historique, mais elles se font avant tout l'écho d'une société fin de siècle. Les panoramas impressionnistes de Renoir ou Monet contiennent encore des éléments du patrimoine, coupole de l'Institut, square du Vert-Galant, place Dauphine, Pont-Neuf et Panthéon. Mais l'animation citadine et la lumière parisienne sont sans équivoque privilégiées par rapport au passé. Enfin, la ville historique est ostensiblement délaissée par les peintres de la modernité réunis autour de Manet.
Il s'installe dans le quartier Saint-Georges, la Nouvelle Athène ou les Batignolles et peigne les perspectives du Paris haussmannien. Monet et Caillebotte se passionnent pour la gare Saint-Lazare et le pont de l'Europe. Caillebotte et Pissarro pour les grands boulevards, volontiers appréhendés depuis des chambres d'hôtel. Ils inaugurent ainsi une nouvelle manière de voir, en plongée, qui fait de l'air l'élément prépondérant de leur peinture et qui enchantera les photographes. Ce point de vue très inhabituel permettra à Robert Delaunay de donner un élan lyrique au cubisme, de substituer les courbes aux cubes et de restituer des sensations plutôt que des représentations. Voyez donc sa vertigineuse tour Eiffel de 1922, si représentative de l'orphisme. La voie est donc ouverte au thème des toits, grand classique du paysage parisien, et à la stylisation du réel qu'il impose. De Van Gogh à Nicolas de Staël en passant par Cézanne, leur approche se fera de plus en plus géométrique. Sous l'influence du milieu artistique parisien, particulièrement effervescent dans les années 80, Van Gogh se renouvelle et peint un vaste panorama au moyen de grands aplats. Si bien que l'on reconnaît certes l'un des moulins de Montmartre sur la gauche, mais que l'on devine à peine Notre-Dame et le Panthéon au lointain. Plus impressionniste que naturaliste, Van Gogh s'attache à représenter l'atmosphère de la ville en pleine industrialisation. Contrairement aux impressionnistes, Cézanne ne s'est pas intéressé aux mutations urbaines, mais à l'organisation d'un espace vu depuis son atelier rue de l'Ouest. La composition est contrastée, très structurée et audacieuse. 2 clochers encadrent le paysage urbain. Le toit sombre occupe le tiers inférieur du tableau, tel est le trait de génie. La ville et le ciel inachevé, dont les nuages sont simplement tracés au crayon, occupent les 2 tiers inférieurs, dominés par une gamme de couleurs gris-jaune. Le motif est traité de façon cubiste. Un carré suffit à représenter une maison, un assemblage de cubes, un îlot. Cette vision très géométrique donne au paysage une solidité, une densité toute cézannienne. Les toits de Nicolas de Staël sont héritiers de cette technique. Le paysage très contrasté lui aussi est partagé entre un ciel vaporeux, délicatement nuancé de gris et de bleu, et des toits sombres, remarquablement denses. Mais les 2 parties sont mal délimitées par un horizon incertain. Tout se passe en effet comme si les nuages prolongeaient les toits, car ils sont traités avec les mêmes aplats rectangulaires. Telle est l'admirable simplicité trompeuse de Nicolas de Staël, dont parle Romain Gary. Observons de près sa technique. Elle consiste en une superposition visible de plusieurs couches, épaisses, étalées au couteau, laissant apparaître des couleurs pures dans les interstices. Et voilà comment Nicolas de Staël crée de la profondeur, comment il réinvente la perspective sans distordre les lignes et sans beaucoup s'éloigner du réel. En effet, ces toits supportent aisément la comparaison avec la photo de Martine Lyon prise depuis le centre Pompidou. À l'évidence, le védoutisme n'est pas parisien, pas même sous le pinceau des étrangers.
Bien que Chagall ait adopté Paris comme deuxième ville natale, il n'oublie pas ses origines russes. Quand il peint les ponts de la Seine ou la Tour Eiffel, il reste un enchanteur et mêle sans hiérarchie monuments parisiens et souvenirs d'enfance. Le coq et l'âne, le violoniste et la pendule, les bouquets et les anges, les amants et l'acrobate peuplent ces paysages parisiens comme s'il ouvrait simultanément une fenêtre sur son monde intérieur et une autre sur le monde extérieur. Edward Hopper, quant à lui, opte pour un autre point de vue inhabituel en peinture, la contre-plongée, ou angle de représentation du bas vers le haut. Ce procédé modifie singulièrement les perspectives. Il exagère l'importance de l'horizon et traduit l'étonnement de l'Américain devant une ville occidentale. L'espace parisien est magnifié et il devient le sujet principal du tableau. Tout le reste, pont, Louvre, pavillon de Flore ou Notre-Dame, est saisi sous la forme d'une épure. Visiblement, le jeune Hopper a jeté les bases de sa peinture durant ses séjours parisiens. De larges aplats de couleurs et une composition basée sur quelques formes géométriques simples. Les architectures structurent le tableau avec des lignes verticales, horizontales ou diagonales, et la scène constitue son axe par excellence, au même titre que les routes ou les voies ferrées dans les futurs paysages américains. À n'en pas douter, Hopper s'est mis à l'école de Félix Vallotton, dont le Pont Neuf prend des allures de plage étendues à l'infini, et d'Albert Marquet, l'inlassable peintre des quais de Seine entre Pont des Arts et Pont Saint-Michel. Aujourd'hui, on peint sur Paris. Poèmes murales, tags, graffitis, sérigraphies ou fresques investissent de plus en plus la capitale. Mais pour autant, peint-on davantage sur la ville que la ville elle-même. Depuis une quarantaine d'années, loin des musées et des galeries, Ernest Pignon-Ernest transforme l'espace urbain en espace plastique et politique. Ses œuvres sur papier, éphémères et vulnérables comme de vulgaires affiches, sont collées dans des lieux bien précis, dépositaires de l'histoire. Ainsi, à l'occasion du centenaire de la Commune, rend-il hommage aux insurgés en déployant des images de la semaine sanglante sur les marches du Sacré-Cœur pour dénoncer la récupération des événements par l'Église. Rappelons en effet que cette basilique fut érigée pour expier, entre autres, les crimes des communeux. Et, non content de cette insolence, il en colle aussi sur les escaliers du métro Charonne, en souvenir de la sanglante répression de la manifestation contre les agissements de l'OAS en Algérie. Cette image est celle d'un cadavre, en taille réelle, reproduite à plusieurs centaines d'exemplaires, et elle a pour but de provoquer un choc frontal entre le spectateur et la violence d'État. Transposée sur une toile, elle perdrait toute sa force insurrectionnelle. Les lieux d'exposition lui donnent tout son sens. Si Ernest Pignon-Ernest réhabilite des événements pour les inscrire dans la mémoire nationale, d'autres artistes réveillent les murs au nom de l'humain. Ainsi, J.R., plasticien et photographe, investit en 2009 Pont et Berge de la Seine pour défendre la cause des femmes. Ce fut l'étonnante exposition Women Are Heroes
qui, après être passé par le Brésil, la Sierra Leone, le Libéria et le Cambodge, interpella la capitale des droits humains avec une force renouvelée. D'autres encore, tout aussi engagés, redonnent vie aux vieux supports. C'est ainsi que, dans le cadre de la manifestation Mur de l'an 2000, le duo Aleschensky-Bonnefoy plante l'arbre bleu rue Descartes dans le 5e arrondissement. L'image explose comme un coin de ciel bleu sur la ville et rappelle que l'arbre des rues, c'est toute la nature, tout le ciel, l'oiseau s'y pose, le vent y bouge, le soleil y dit le même espoir, malgré la mort. Bien que la frise illustre les souffrances des végétaux en milieu urbain, l'ensemble, peinture de rue et poème, véhicule un discours plein de vitalité. Quant au poème mural de la rue Férou, calligraphié par le néerlandais Jan Willem Bruins, il donne à lire Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Cette initiative culturelle, financée par l'ambassade des Pays-Bas à Paris, réveille la mémoire littéraire du lieu et semble faire écho au Rimbaud de papier d'Ernest Pignon-Ernest, dont le fragile hommage était plus juste qu'un bronze ou un marbre solennel. Ainsi, l'art de rue interpelle le patient parisien et l'aide à comprendre la ville qui l'entoure.